Alors, on va tenter de comprendre ce qui se passe ce soir. Et pour cela, nous sommes en ligne avec Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Bonsoir. Et Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Bonsoir, merci à tous les deux. Peut-être d'abord, Gérard, me tourner vers vous. Comprenez-vous quelque chose à ce qui est en train de se passer ce soir? D'abord, les négociations sont annulées, puis finalement, elles sont maintenues. Difficile de s'y retrouver ce soir. Bonsoir à vous et je crois vous dire que je suis très flatté d'être considéré comme un éclaireur, n'est-ce pas? Effectivement, parce que la situation est bigrement confuse et on parle de l'Iran, mais est-ce qu'il y a un seul Iran? N'y a-t-il pas, en disant, en regardant de près ce qui se passe, peut-être la possibilité qu'il y ait différents courants iraniens au sein de la République islamique qui s'affrontent, un courant pour les négociations plus ouvertes et un courant très rigide autour de volontés, par exemple, seulement nucléaires de négociation. Je crois qu'il faut évoquer cette possibilité, disons une tendance de négociation autour du président Massoud Pezeshkian et puis peut-être associé aussi au ministre des Affaires étrangères, et puis autour du guide, autour des gardiens, autour des systèmes de sécurité, des services de renseignement, eh bien peut-être une tendance beaucoup plus dure. Donc sur la tendance dure, on ne veut que des rapports indirects pendant les négociations. Dans la tendance, je dirais, plus ouverte, qui était possiblement euh, partante pour Ankara ou Istanbul pour des négociations en Turquie, eh bien, il y avait là des possibilités d'ouverture avec des observateurs musulmans, arabes, Pakistan et autres pays. Ouais. Raphaël Jérusalemi, est-ce que cette situation vous surprend ce soir? Un pas en avant, deux pas en arrière, a priori. Le plus surprenant, c'est qu'il y aura peut-être, enfin probablement, des rencontres vendredi à Oman, après une soi-disant explosion des négociations qui n'avaient d'ailleurs jamais commencé. Une chose qui est intéressante, c'est que les Iraniens jouent la montre comme on s'en doutait. On sait que c'est pour parler du rond des semaines et que les Iraniens vont tourner autour du pot, mener tout le monde en barque. Mais là où ils se trompent, c'est qu'ils servent les intérêts américains. Car cette fois-ci, les Américains ont besoin justement d'encore un peu de temps pour être prêts militairement à une éventuelle frappe, si elle a lieu, d'importance contre les Iraniens. En fin de compte, les Américains sont encore en train d'acheminer du matériel, de défense antiaérienne vers la région, mais aussi, en plus des intercepteurs, d'autres matériels qui leur est nécessaire pour assurer vraiment une frappe sereine contre l'Iran. Et donc, pour conclure, les Iraniens jouent la montre, ça c'était prévu. Ils sont champions d'ailleurs pour faire traîner. Mais cette fois-ci, ça arrange les Américains. Gérard Vespierre, pourquoi cette insistance des Iraniens sur des négociations à Oman plutôt qu'en Turquie? Qu'est-ce que ça change pour l'Iran quand on entend le président Erdogan maintes fois critiquer Israël et dénoncer d'éventuelles frappes américaines sur l'Iran? Ben, je reviens très rapidement sur les deux courants, n'est-ce pas, que j'exprimais tout à l'heure. S'il y a effectivement une équipe au sein du pouvoir qui a pris une direction, eh bien une autre équipe va choisir un autre lieu et peut-être plus près en plus du territoire de la République islamique. Donc il faut prendre en considération effectivement cette option d'une fissure à l'intérieur du pouvoir et par rapport à ce que disait notre ami Jérusalem il y a un instant, il y a aussi cette conception qu'il ne faut pas oublier que s'il doit y avoir un renversement de la République islamique, cela sera probablement l'effet d'une double action, d'une action intérieure, d'un nouveau soulèvement aidé, accompagné par des frappes américaines ou des frappes venant de l'extérieur, disons, sur des organes essentiels du pouvoir de répression, les gardiens de la révolution et d'autres services. Donc le fait que effectivement la tension augmente, eh bien donne de l'hypothèse à cette possibilité, d'autant plus qu'il y a eu des informations circulant sur une nouvelle grève issue
du bazar de Téhéran, donc le 17 février, voyez-vous, donc dans très très peu de temps. Et c'est vraiment là un calcul qu'il est intéressant, important de suivre. Est-ce que autour du 17-18 février, eh bien, il y aura une explosion de la part de la population iranienne? Avec aussi un appel à manifester aux Iraniens du monde entier le 14 février de la part du fils de l'ex-Shah d'Iran, Reza Pahlavi. Raphaël Jérusalemi, peut-être revenir sur ce que vous disiez sur un renforcement. Cette attitude renforcerait les États-Unis. Mais entre les provocations iraniennes qui ont envoyé des drones dans les environs des paquebots militaires iraniens, entre cette fermeté des Iraniens qui veulent changer au dernier moment les négociations, les États-Unis qui annulent, qui reviennent, est-ce que ça ne donne pas la main dans ces négociations finalement à l'Iran? C'est l'Iran qui semble être le maître de tout ce soir. Oui, et ça a toujours été le cas dans toutes les négociations, même passées. Les accords nucléaires précédents avec l'Iran, ça a toujours été l'Iran qui a mené la danse parce qu'ils sont champions dans la négociation. Mais là, ils sont quand même sous une pression telle, militaire, ils doivent bien admettre quand même qu'il y a cette possibilité-là. Je pense qu'ils commencent aussi un petit peu à paniquer. D'où leur refuge vers Oman, parce que Oman, c'est l'intermédiaire traditionnel. C'est dans les accords passés, c'était à Oman qu'on négociait. Alors qu'en Turquie, Erdogan, c'est quand même, en ce moment en tous les cas, plutôt le copain des Américains. Il s'entend très bien avec Donald Trump, donc ça ne rassure pas trop les Iraniens. Et comme je l'ai dit, pour l'instant, les Iraniens mènent la danse, ils sont champions pour mener tout le monde en barque, mais les Américains se préparent. On a quand même deux points très importants. Un, Witkoff a reçu des Israéliens toutes les preuves, tous les renseignements possibles et imaginables quant au danger que représentait le programme balistique iranien, et donc on ne peut pas se contenter d'un accord sur le nucléaire. Bien au contraire, le balistique est même un danger plus présent et immédiat que le nucléaire. Et puis, on sait qu'il y a en ce moment un balai incessant entre les États-Unis et Israël, des plus hauts dirigeants des services de défense et de sécurité, du Mossad, de Tsahal. Il y a une sorte de frénésie de réunion, de préparation qui laisse penser que si ces négociations tombent à l'eau, Téhéran va le payer très très cher. Cette pression est extrêmement importante, cette pression militaire. À mon avis, c'est même l'atout principal que nous avons contre ce régime. Gérard Vespierre, peut-être un mot sur ces fameux pays arabes et musulmans qui sont d'un côté. Alors évidemment, vous n'êtes pas dans les bureaux des différentes chancelleries, mais est-ce qu'on a une idée de quels sont ces pays arabes qui tentent d'influencer Donald Trump? On imagine le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite, même si l'Arabie Saoudite semble être plutôt neutre sur cette question. Elle a notamment dit encore aujourd'hui que si l'Iran avait l'arme nucléaire, elle aussi, elle chercherait à obtenir l'arme nucléaire. L'influencer pour ne pas aller vers un conflit, l'influencer vers la négociation, l'influencer dans quel sens? Quel est le sens de la question? Les trois, mon capitaine, si je peux dire. Bon, mais écoutez, je pense qu'effectivement, là, il y a un État musulman nucléaire, n'est-ce pas, qui était potentiellement présent. Donc, je ne pense pas que, effectivement, le Pakistan soit tout à fait intéressé par un Iran nucléaire. Ni aucun des pays de la région. Donc l'ensemble des pays arabes et des pays musulmans donc, souhaitent ne pas avoir une nouvelle, je dirais, poussée de fièvre nucléaire dans la région, ça c'est absolument sûr. Donc accompagne à ce moment-là les États-Unis, mais d'un autre côté, là aussi, ces mêmes pays arabes seulement, en enlevant le Pakistan, ne souhaitent pas un conflit, car on part à ce moment-là vers aussi des situations tout à fait incontrôlables pour l'activité pétrolière. Donc il y a de leur part à ce moment-là une très grande prudence vis-à-vis d'un conflit potentiel. Peut-être le mot de la fin pour vous, Raphaël Jérusalemi, en quelques mots. Optimiste sur ces négociations qui doivent se tenir vendredi, ou ce sera juste pour, comme le disent certaines sources américaines, respecter les Iraniens et il n'en sortira rien? Il n'en sortira rien. Les Iraniens n'accepteront jamais les conditions qui leur seront imposées, inclus sur le nucléaire.
avec la limitation de l'enrichissement, surtout vers le futur, avec une surveillance accrue des inspections, etc. Il faut noter juste 2 choses pour conclure. Un, lorsqu'on parle de chaos dans la région, il n'y aura pas de chaos dans la région. Si les États-Unis, peut-être aussi Israël, attaquent l'Iran, personne ne bougera, personne n'élèvera le petit doigt. Personne n'osera se mêler de ça, et personne surtout ne viendra à la rescousse des Iraniens, à part 1 ou 2 proxys qui seront vite neutralisés. Et puis, j'en prends aussi pour exemple les fameux pays arabes. MBS, l'Arabie Saoudite, qui a dit qu'elles interdiraient le survol de leur territoire aux avions américains s'ils attaquaient l'Iran, ne bougeront pas le petit doigt si les avions américains survolent l'Arabie Saoudite. Vous voyez des bombardiers ou des F-35 survoler l'Arabie Saoudite, qu'on le demande ou non, et l'Arabie Saoudite tirer dessus, ils diront rien et ils ne feront rien. Personne ne bougera si les Américains attaquent l'Iran. Encore une affaire à suivre. Donc, merci beaucoup à tous les deux, Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, et Raphaël Jérouzalmi, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Merci d'avoir été avec nous ce soir.